Dans un box de stockage poussiéreux de Pueblo, une ville du Colorado, une femme pousse une porte en métal qui grince. Elle pense simplement devoir vider les affaires de sa fille, mais au fond du local, quelque chose l'arrête net. Un baril en métal rempli de béton. À côté, 2 sacs de ciment vide et des outils couverts de traces grises. Soudain, une question glaciale traverse son esprit. Pourquoi sa fille aurait-elle coulé du béton dans un baril ? Elle ne le sait pas encore, mais ce qu'elle vient de trouver va faire ressurgir un secret enterré depuis presque 6 ans. Salut à tous, c'est Manaria, j'espère que vous êtes prêts pour la vidéo d'aujourd'hui, parce qu'elle est particulièrement difficile. Avant de commencer, je voulais vous parler de ma dernière vidéo, celle de l'affaire O'Bryan, le tueur aux bonbons d'Halloween. Malheureusement, YouTube ne l'a pas beaucoup partagée, je pense que c'est à cause de certains mots que j'ai dû employer durant la vidéo. Donc les notifications n'ont pas été envoyées correctement, même pour ceux qui avaient activé la cloche. Du coup, si vous l'avez manqué, je vous laisse le lien en description. Et si vous n'avez pas encore activé la cloche, je vous encourage à le faire, parce que quand YouTube veut bien jouer le jeu, c'est vraiment le meilleur moyen de ne rien louper sur ma chaîne. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. C'est la façon la plus simple et la plus importante de soutenir mon travail. Bon, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que je n'avais pas prévu de vous partager. Mais je suis tombée sur l'affaire par hasard et je n'ai pas pu en détourner les yeux. Vous vous souvenez peut-être de ma vidéo sur la petite Jessica en Allemagne, une enfant décédée sous la cruauté de ses propres parents, dans une indifférence presque totale. Beaucoup d'entre vous m'avaient demandé comment est-ce possible que personne n'ait rien vu. Eh bien l'affaire d'aujourd'hui va soulever la même colère. Quand l'horreur touche des enfants, c'est toujours très compliqué. Mais raconter leur histoire, c'est une façon de leur rendre hommage et de rappeler qu'il faut parfois parler quand on a des doutes. Car un simple doute peut parfois sauver une vie. Nous sommes le 20 janvier 2024 à Pueblo, une ville du Colorado. Ville connue pour ses logements peu coûteux, dans lesquels beaucoup de familles vivent dans une grande précarité. Ce jour-là, un couple, Jesus et Corena, doivent vider en urgence le box de stockage qu'ils occupent depuis presque 6 ans. Les impayés se sont accumulés et le propriétaire veut le récupérer sans attendre. Incapables de s'en charger eux-mêmes, ils demandent à la mère de Corena de vider le box. Piles d'anciennes affaires, vêtements, souvenirs, mais aussi de nombreux détritus. Elle travaille seule, triant ce qui peut être encore gardé de ce qui doit être jeté. En déplaçant un carton, elle remarque quelque chose d'imposant au fond du box. Un baril en ferraille rempli de béton. Un peu plus loin, 2 sacs de ciment vide, jetés négligemment. Et des outils couverts de traces grises. Pourquoi sa fille et son compagnon auraient-ils coulé du béton dans un baril ? Un frisson la transperce. Et avant de comprendre pourquoi cette femme est traversée par des idées sombres, et de ce que cette découverte signifie vraiment, il faut revenir quelques années en arrière. En 2018, la vie de Jesus et de Corena est loin d'être un exemple de stabilité. Entre la précarité, les addictions et les disputes constantes autour des enfants, leur quotidien ressemble davantage à une lutte qu'à une véritable vie de famille. À la maison, 3 enfants vivent sous leur toit. Yesenia, 3 ans, et Jesus Junior, 5 ans, tous deux nés d'une précédente union du côté de Dominguez, ainsi que le fils adolescent de Corena. Les disputes tournent souvent autour de la jalousie de Corena,
persuadé que Dominguez voit encore la mère des petits en douce. En mars 2018, la famille vit un énième drame en se voyant expulsés de leur appartement après de nombreux impayés. Le fils de Corena est confié à des proches. Mais les deux plus jeunes restent avec Dominguez et Corena, ballottés d'un endroit à l'autre. Sans solution, ils passent plusieurs semaines à vivre dans leur voiture ou dans des motels. Début 2019, le couple réintègre enfin un logement sur Bonny Maid Road. Mais cette fois, les deux enfants ne sont plus là. Interrogés par la famille, et même par la mère biologique des petits, Corena et Jesus répètent la même histoire. Les enfants seraient partis vivre confortablement chez de la famille au Texas. Personne ne vérifie vraiment ou n'a la possibilité de vérifier, et en apparence, personne ne semble réellement s'alarmer. C'est à ce moment-là que le silence s'installe et que Yesenia et Jesus Jr. disparaissent littéralement du monde. Le 20 janvier 2024, vers 8h37, la police de Pueblo est appelée à intervenir au King Storage Center, un complexe de box de stockage de Pueblo. L'appel provient de la mère de Corena Minares. Elle explique aux policiers qu'elle n'a pas vu les deux enfants, Yesenia et Jesus Jr., depuis 2018, et que les explications données par le couple n'ont jamais semblé crédibles. Elle parle clairement de son mauvais pressentiment et sa peur que sa fille et son gendre aient fait quelque chose d'irréparable. Les agents sécurisent la zone, examinent le baril et, face aux incohérences, décident de le saisir. Et le 22 janvier 2024, après l'ouverture du conteneur métallique, la police découvre la dépouille d'une petite fille, enveloppée dans plusieurs sacs poubelles. Le processus d'identification est immédiatement lancé. Les propriétaires du centre de stockage sont interrogés et ils déclarent à la police que le box a été loué en mars 2018. En juin ou juillet, ils ont remarqué une odeur étrange provenant du box et ont appelé Minares, qui a affirmé avoir laissé de la viande hachée dans le box, ce qui causerait l'odeur. C'est pas le premier élément sur lequel j'ai envie de rebondir depuis le départ, mais qui peut croire cela? Alors c'est peut-être parce que je suis devenue parano à force de lire et d'entendre des histoires de crimes, mais personnellement, j'aurais eu vraiment du mal à croire à cette théorie de la viande hachée laissée dans un box de stockage. Mais bref. Le couple, du fait de leur lien avec l'espace de stockage, est convoqué par les enquêteurs le 31 janvier 2024. Pendant les interrogatoires, le couple évoque la possibilité que les enfants se trouvent cette fois-ci à Phoenix, en Arizona, chez une sœur de Dominguez. La police lance alors officiellement une recherche active. Mais lorsque les enquêteurs tentent de retrouver la fameuse sœur en Arizona, rien ne correspond. Ils ne trouvent rien. Aucune trace de cette prétendue sœur. La piste s'effondre. Les autorités lancent alors un appel sur les réseaux sociaux, dans les journaux locaux. Ils doivent retrouver les enfants, confirmer qu'ils sont bien en sécurité. Et c'est alors que la mère de Minares rapporte un souvenir troublant. Durant l'été 2018, en montant dans la voiture de sa fille, une odeur nauséabonde l'avait immédiatement frappée. Elle se rappelle avoir demandé, en plaisantant, si quelque chose était mort à l'intérieur, mais se rappelle surtout la réaction brusque, presque agressive de Corena. À l'époque, elle n'avait pas insisté, mais aujourd'hui, tout prend un sens sinistre. Ce témoignage pousse la police à rechercher activement le véhicule du couple. Corena ne l'a plus en sa possession depuis un moment, mais les enquêteurs parviennent à le retrouver dans une casse automobile de Pueblo. Le 6 février 2024, munis d'un mandat, ils saisissent le véhicule. Dans le coffre, une valise. Et à l'intérieur, les restes d'un jeune garçon. Le corps est enveloppé dans plusieurs sacs poubelles, entouré d'une couette, remplie de litière pour chat et de talc.
Le 15 février 2024, les résultats ADN tombent. La confirmation est sans appel. Les restes retrouvés dans le conteneur métallique appartiennent à Yesenia Dominguez. Et ceux découverts dans la valise sont ceux de son frère, Jesus Dominguez Jr. Le médecin légiste du comté de Pueblo officialise les 2 avis de décès. Le rapport d'autopsie conclut que la mort des 2 enfants était due à des violences, puisque trop jeunes pour succomber à des causes naturelles. Cependant, les dépouilles étaient trop décomposées pour déterminer la cause exacte ou la date du décès. Le jour même, vers 15h40, après la confirmation ADN établissant que les restes retrouvés appartiennent bien aux 2 petits, des mandats d'arrêt sont délivrés contre Corena et Jesus Dominguez. Ils sont désormais officiellement accusés de 2 chefs de meurtre au premier degré et de 2 chefs d'atteinte à un cadavre. Minarez est la première à être localisée. Elle est arrêtée peu après l'émission du mandat et transférée au centre de détention du comté de Pueblo. Sa caution est fixée à 2 millions de dollars à payer en espèces. Dominguez, lui, reste introuvable pendant plusieurs heures. La police diffuse son signalement et appelle le public à l'aide pour le retrouver, mais finalement, 2 jours plus tard, Jesus Dominguez est repéré dans une rue de Pueblo. Selon les policiers présents, il se tient simplement sur un trottoir en train de manger une pizza lorsque les agents s'approchent et le placent en garde à vue sans résistance. Le couple est désormais officiellement inculpé et l'enquête peut enfin essayer d'établir les raisons exactes des événements qui ont coûté la vie à Yesenia et Jesus Jr. Mais que s'est-il réellement passé? Comment peut-on trouver ces 2 petits êtres seulement maintenant, après presque 6 ans de silence? Aucun rapport de disparition n'a jamais été déposé. Pourtant, la police avait déjà été invitée à effectuer des contrôles plusieurs fois, après qu'un membre de la famille des enfants a contacté les autorités, mais en vain. Les agents, après avoir été alertés, n'ont jamais réussi à localiser Yesenia ou Jesus Jr. Les enfants semblent disparaître du jour au lendemain, sans qu'aucun service social ne s'inquiète réellement. Comment un simple « on ne les a pas trouvés » a-t-il pu suffire? Comme une enquête peut-elle s'arrêter là? En interrogeant les proches, les autorités comprennent ce qu'a été le quotidien de ces 2 petits anges, puisque la famille proche avait déjà ressenti de sérieuses craintes quant à la manière dont le couple traitait les enfants, et particulièrement Corena Minarez. Plusieurs témoignages font état d'une discipline très sévère. Yesenia, âgée de seulement 3 ans, pouvait être enfermée seule dans une pièce durant des heures, jusqu'à ce qu'elle termine ses repas. La tante estimait que la petite ne comprenait même pas ce qu'on lui demandait. Le fils adolescent de Minarez raconte avoir confronté sa mère à propos des châtiments corporels qu'elle infligeait à Jesus Jr. Selon lui, Minarez déversait ses frustrations alimentées par une relation de couple tumultueuse et une jalousie obsessionnelle envers l'ex de Dominguez, puisque celle-ci était jalouse de la mère biologique des petits, pensant que Dominguez et elle se voyaient en douce, et qu'ils étaient encore très proches. Certains rapportent également avoir entendu Minarez dire que la vie aurait été tellement plus facile si les enfants n'avaient pas été là. Et plusieurs témoins affirment que lorsque Dominguez et Minarez s'absentaient, les 2 petits étaient parfois enfermés dans leur chambre pendant de très longues périodes. 2 petits de 3 et 5 ans. Le 10 juillet 2025, Jesus Dominguez, 37 ans, plaide coupable de meurtre au second degré. Le procureur accepte de réduire les charges en échange de son témoignage contre Corena Minarez. Et ce qu'il raconte est extrêmement difficile à entendre. Il explique qu'à ce moment-là de leur vie, lui et Corena sont profondément plongés dans la dépendance de diverses substances. Ils vivent dans leur Pontiac et consomment tout ce qu'on peut imaginer de pire. Dominguez explique que le 14 mars 2018,
le jour du 30e anniversaire de Corena, ils vont chercher les petits à l'école. Dans la voiture se trouvent les deux enfants. Jesus Junior assis à l'arrière et Yesenia, 3 ans, assise par terre, enfermée dans un sac poubelle, parce qu'elle était trempée d'urine après avoir eu un accident. Le couple l'a enfermée dans un sac poubelle, car il ne voulait pas que l'urine tache la voiture. Dominguez témoigne que durant la soirée, après avoir consommé diverses substances, Minarez réalise que la petite Yesenia ne respire plus. Au lieu de l'emmener à l'hôpital, ils paniquent. Ils savent que le corps de la fillette porte des marques, morsures, lésions à la main, et craignent que les autorités découvrent les violences. Minarez tente de la réanimer, mais sans succès. Le couple finit par placer le corps de la petite dans une valise, rangée dans le coffre. Pendant plusieurs semaines, ils continuent à vivre dans la voiture, alors que selon Dominguez, l'odeur commence à se faire sentir petit à petit. Quelques semaines plus tard, il loue alors le box de stockage et y dépose la valise. Mais l'été arrive et l'odeur devient si forte que les propriétaires du complexe de box de stockage perçoivent l'odeur. Le couple décide alors d'enfermer la valise dans un cercueil de béton. Pendant ce temps, Jesus Junior, 5 ans, qui d'après les dires de Dominguez ne réclame pas sa sœur, régresse. Il a de plus en plus d'accidents de propreté. Minarez pouvait utiliser un jet à haute pression que l'on trouve dans les lavomatiques automobiles pour le nettoyer. La force du jet pouvait provoquer des lacérations sur la peau du petit garçon. Quelques semaines après l'épisode du cercueil en béton, le couple continue de consommer toutes sortes de substances. Dans la voiture, Jesus Junior est coincé sur la banquette arrière, comprimé entre 2 sacs remplis de couvertures. Le siège de Minarez est incliné, laissant très peu de place au petit qui peine déjà à respirer, puisqu'en plus des 2 sacs de couverture, les vapeurs des produits consommés flottent dans l'air. Minarez, en se penchant pour ramasser quelque chose qu'elle fait tomber au sol, constate que le petit ne semble plus respirer. Dominguez raconte avoir vu les lèvres violettes de Jesus. Le couple part alors dans un champ isolé. Ils placent le corps du petit dans plusieurs sacs poubelles, puis le mettent dans une valise. Et pour tenter d'atténuer l'odeur de la décomposition, ils ajoutent de la litière et du talc. Et Dominguez et Minarez continuent de vivre dans ce véhicule, servant également de tombeau, jusqu'en 2019, lorsqu'ils emménagent dans un nouvel appartement. Donc l'odeur que la mère de Minarez avait sentie était bel et bien celle du corps de Jesus, resté dans la voiture pendant des mois. Le 27 août 2025, Corena Minarez, 39 ans, est reconnue coupable de 2 chefs de meurtre au premier degré sur des victimes de moins de 12 ans, commis par une personne en position de confiance, ainsi que de 2 chefs d'outrage à un cadavre. L'enquête démontre que tout était à son nom, la voiture, le box de stockage et même les achats de béton, ainsi que ceux des sacs et des outils utilisés pour dissimuler les corps. Tout a été payé avec la carte de crédit de Corena Minarez. Jesus Dominguez, quant à lui, est condamné le 12 septembre 2025 à 32 ans de prison pour meurtre au second degré. Certaines charges ont été abandonnées dans le cadre de son accord de plaidoyer, notamment un délit mineur lié au détournement de fonds d'aide sociale. Car Dominguez recevait des aides financières pour les enfants, alors que Yesenia et Jesus Junior étaient déjà morts depuis longtemps. Comme moi, vous devez sûrement vous demander où était la mère biologique des 2 petits. Malheureusement, je n'ai trouvé aucune information fiable la concernant. J'ai tendance à croire que la consommation de produits était malheureusement monnaie courante dans la famille. Il n'y a pas que cet élément qui me frustre. Le fait de ne pas avoir de photo correcte de la petite est un réel déchirement. Cette affaire laisse un goût amer. Pas seulement à cause de ce que ces 2 enfants ont vécu,
mais à cause de tout ce qui aurait pu être évité. Il y a eu des signaux, des appels, des doutes, des inquiétudes, et malgré tout, rien n'a bougé. Ce qui me choque le plus ici, ce n'est pas seulement l'horreur du geste, mais ce qu'il y a autour. Le vide, le silence. L'absence totale de réaction d'un système qui, normalement, est là pour protéger les plus vulnérables. Yesenia et Jesus Junior n'ont pas seulement été oubliés par leurs parents, ils ont été oubliés par le monde entier. Et si j'ai décidé d'écrire cette vidéo, c'est avant tout pour une raison très personnelle. J'ai tendance à croire que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Et j'ai du mal à imaginer que ces deux petits n'aient vécu que l'enfer pour rien. Pour moi, ce qui leur est arrivé doit nous pousser à retenir une chose. C'est que parfois, un doute, un sentiment étrange, une inquiétude, peut être un véritable signal d'alarme. On n'a pas besoin d'être certain à 100% pour parler. On n'a pas toujours besoin d'avoir toutes les preuves en main pour s'inquiéter, poser des questions, en parler à des gens autour de nous afin de trouver du courage. Parfois, juste une petite voix intérieure suffit pour sauver une vie. Et si un jour, vous sentez que quelque chose ne va pas, même si vous avez peur de vous tromper, s'il vous plaît, écoutez cette petite voix. Elle pourrait changer le destin de quelqu'un. J'espère du plus profond de mon cœur que le destin tragique de Yesenia et de Jesus Junior aura ouvert les yeux à certains, et que le système, après cette affaire, aura trouvé le courage de se remettre en question. À travers cette vidéo, je voudrais leur rendre hommage, rappeler qu'ils ont existé, même si cela signifie retracer l'enfer qu'ils ont traversé. Se souvenir d'eux, c'est aussi une façon, à notre échelle, d'empêcher que des histoires comme celle-ci se répètent un jour. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous êtes encore là, écrivez le mot « ange » dans les commentaires. Comme toujours, si vous souhaitez me soutenir, abonnez-vous, laissez un commentaire, likez la vidéo. C'est vraiment le meilleur moyen de m'aider à convaincre YouTube de me suggérer auprès de ceux qui ne me connaissent pas encore. En attendant la prochaine vidéo, faites attention aux petites choses qui en cachent des grandes et prenez soin de vous.